Les élections approchent à grands pas en République démocratique du Congo et tous les acteurs se mettent en ordre des batailles, notamment ceux de l'opposition. Ils sont au total 24 à concourir à la magistrature suprême, 24 Congolais, 24 candidats qui ont déposé leur dossier des candidatures à la Commission électorale nationale indépendante pour pouvoir briguer justement la magistrature suprême. 24 candidats, 24 projets différents. Et aujourd'hui, nous allons parler du projet de celui qui a déjà présenté son programme, sa vision pour le Congo pour les 5 années à venir. Il s'agit du candidat président de la République, Deli Sesanga, lui qui a justement présenté son programme d'action pour les 5 prochaines années. C'était le week-end dernier. Et pour évoquer ce programme, justement, nous en parlons aujourd'hui avec le porte-parole de Envol, Monsieur Rodrigue Ramazani. Bienvenue. Merci Patrick pour l'invitation. Heureux d'être là pour la première fois Ecofilm Télévision, pour la toute première fois. Je tiens à remercier les téléspectateurs de votre chaîne qui nous suivent à cet instant. Merci beaucoup d'avoir donc accepté notre invitation. Je l'ai donc dit le week-end dernier, vous avez présenté ensemble avec votre candidat, le président en même temps de votre parti, Deli Sesanga, le programme, son programme d'action pour les 5 prochaines années. Si jamais vous êtes élu à la tête de la République démocratique du Congo, sur quelle base est fondé ce programme? Ce programme de la refondation du Congo est fondé sur base d'un ras-le-bol. D'un ras-le-bol d'un système de gouvernance qui ne permet pas aux Congolais de pouvoir vivre la prospérité réelle de leur pays. D'un ras-le-bol d'un système économique continuellement tourné vers le secteur extractif. D'un ras-le-bol d'une population jeune qui n'a pas d'emploi alors que la main-d'œuvre est là. D'un ras-le-bol d'un pays où on vous parle de beaucoup de grandiloquence, de superficie exagérée, de sous-sol riche, alors qu'il y a ces contrastes entre la richesse de notre sous-sol et la réalité que vit notre peuple. La refondation du Congo est venue pour remettre les Congos sur de base, sur ses racines historiques, spirituelles, mais aussi mettre en place une gouvernance de compétences en vue de projeter le pays. Bref, la refondation du Congo, c'est 5 axes prioritaires et 35 mesures urgentes pour redresser le pays pour les 5 prochaines années. 5 axes prioritaires. Nous, on va s'intéresser ici beaucoup plus sur les axes ou les mesures économiques, votre vision économique pour les Congos, pour donc les 5 prochaines années. Pour commencer, qu'est-ce que vous pensez faire? Qu'est-ce que le projet de Deli Sesanga prévoit pour remettre sur les rails l'économie nationale? Parce que, de votre point de vue, justement, l'économie ne se porte pas bien. D'abord, de réformes et des réformes. La rigueur dans la gestion de politiques publiques, mais aussi dans l'exécution des chapitres budgétaires, aussi des sanctions envers des autorités, des sanctions répressives contre les autorités pour garantir la mise en œuvre de nos réformes. Lorsque vous regardez la projection du Fonds monétaire international qui projette les Congo à un budget de 85,7 milliards pour les 5 prochaines années, donc de 2024 à 2028. Ça, ce sont des projections du Fonds monétaire international qui, dans la plupart des cas, ce sont des projections faites avec prudentielles. Mais au regard des réformes que nous allons apporter, au regard des ressources que nous aurons à notre disposition, nous portons l'ambition du budget de la République démocratique du Congo à 150 milliards de dollars. Le 110 milliards de dollars proviendrait du budget de l'État, donc de ressources internes. Des ressources internes. Mobilisation de recettes. Et les 40 autres? Le deuxième ressource, c'est les IDE, les investissements
directs étrangers. De là, nous tirerons 40 milliards de dollars en globalisant. Ça fait 150 milliards de dollars pour les 5 prochaines années. Et comment vous allez répartir ça sur les 5 ans, la première année, pour être un peu plus précis? Nous allons conduire des réformes. Ces réformes, nous allons le conduire, et d'ailleurs, pour vous dire, pour les 3 prochaines années, si les réformes sont bien conduites et que le résultat escompté, et que le résultat arrive à point nommé, nous pouvons même revoir le budget encore à la hausse. À la hausse, il y a une possibilité. Quelles sont les réformes que nous allons apporter pour que nous puissions arriver à ces résultats? Notamment, nous avons la réforme sur le régime. Les régies financières. Les régies financières, DGI, DGDA, DGRAD. Pour nous, il faut en faire un régie, il faut le mettre ensemble en vue de contrôler et d'éviter ce que nous arrive très souvent en termes de coulage de recettes publiques. Il faut le mettre ensemble. C'est ce qu'on retiendra donc parmi les réformes, la mise en synergie de ces 3 régies financières. Ces 3 régies financières. Et de 2, qu'est-ce que ça, avant d'avancer un peu deuxièmement, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, les mettre ensemble? Ça veut dire les fusionner et créer une seule structure? Effectivement, les fusionner et créer une seule structure qui aura une administration qui permettra de contrôler ce qui se passe exactement dans les différentes régies. Dans la plupart des cas, nous avons du mal. Notre gouvernement, je crois même qu'ils ont dit, dans la plupart des cas, il y a des coulements de recettes et on ne sait pas réellement canaliser ce qui entre dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, il faut un contrôle rigoureux qui permettra en fait de suivre exactement comment nos régies financières mobilisent de recettes. 2. La diversification de notre économie. De l'économie. Il faut diversifier cette économie qui a un regard, regarder vers l'extérieur. Vous avez la plupart des cas, j'ai écouté le président de la République devant la CENI qui parlait de la croissance. Il a dit que nous connaissons une croissance de 7% l'an. Et c'est depuis 20 ans. Ce n'est pas nouveau avec Tshisekedi, c'est depuis 20 ans. Mais c'est une croissance réelle quand même. Je le reconnais. Mais cela ne dépend pas d'un effort particulier de la gouvernance congolaise. Expliquez. Parce que c'est essentiellement, c'est une croissance qui est non inclusive, qui se vit que dans un seul secteur, le secteur extractif, donc le secteur minier. Raison pour laquelle, lorsque les chefs de l'État parlent même du développement, parlent de l'amélioration des situations sociales, ils parlent plus du Katanga que du reste du Congo. Je tiens à rappeler au président de la République que les Congos, c'est 26 provinces. Les Congos, c'est les Maniema. Les Congos, c'est les Kwilu. Les Congos, c'est le Kwango. Les Congos, c'est les Maïndombe. J'y étais lors de la tournée de mon candidat président de la République, Délice Sanga. J'ai visité toutes ces provinces. Il faut voir la misère dans ces provinces. Vous avez des provinces comme Maniema enclavées, où la situation sociale est intenable. Vous avez des provinces comme Kwilu, où la vie ne tient plus la route. Mais le seul secteur, les seules provinces qui arrivent à sentir quelque chose où comme on dit, l'argent circule un peu, la situation économique est un peu plus reluisante. Un peu fluide. Les provinces de l'ex-Katanga. L'ex-Katanga, vous avez les Haut-Ouélé, parce que là-bas, il y a de l'or. Il y a des Chinois qui viennent pour extraire. Et les Kivu. N'est-ce pas? Et ainsi de suite. Mais dans la grande partie, les Kasaï et l'Équateur, n'en parlons pas, parce que j'y étais aussi, la situation sociale est catastrophique. La croissance, je ne serai pas en mesure de me mettre devant un habitant de Bolomba, lui dire que son pays fait pendant 20 ans un taux de croissance de 7%. C'est inexplicable parce qu'il ne va rien comprendre de tout ça. Raison pour laquelle nous disons qu'il faut diversifier notre économie. Il faut la diversifier en permettant à cette économie de se déporter aussi ailleurs. Parce que en termes, parce qu'on parlera des IDE, en termes d'investissement étranger, on nous parle aujourd'hui, on l'évalue à peu près à 1,9 milliard de dollars. Mais c'est seulement dans un seul secteur, dans les secteurs extractifs. Vous avez les Chinois qui viennent investir, vous avez des étrangers qui investissent dans le secteur essentiellement minier. Alors, le secteur agricole,
le secteur agricole, on n'investit pas. C'est pourquoi nous parlons de la diversification de cette économie. Les secteurs numériques, on n'y investit pas. C'est quand même un secteur qui, lui, lorsque vous avez une couverture de 10%, c'est un taux de 1% de croissance. 10% de couverture, 1% de croissance. 1% de croissance. 1% pour les secteurs numériques. Les secteurs numériques. Les télécoms y compris. Mais alors qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une forte fracture en termes de numérique. Moi, je fais des provinces. Moi, j'étais à la Mongala, à Lissala, là où le candidat président Denis Sessanga a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Il vous est difficile de télécharger la journée comme la nuit des données à 5 mégabytes. Il fonctionne à peine. La fracture numérique est énorme. Et aujourd'hui, le gouvernement central s'est bombe le torse en disant que le peuple vit une croissance. Cette croissance est monolithique. Cette croissance ne permet pas à la population congolaise de vivre réellement dans de bonnes conditions. D'où il faut apporter des réformes notamment sur le secteur numérique, comme je viens de le dire, le réforme sur le secteur agricole. Et qu'est-ce que vous pensez faire? Encourager l'entrepreneuriat. Encourager l'entrepreneuriat en apportant des réformes, notamment dans les secteurs de la sous-traitance, renforcer le rôle dans la sous-traitance, renforcer le pouvoir d'achat aussi. Dans la sous-traitance, ce qui est en train d'être fait d'ailleurs actuellement par le pouvoir en place avec le renforcement du pouvoir de l'ARSP, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, et on les sent sur les terrains. Nous, en notre sens, il faut clairement, il faut apporter des réformes dans la loi sur la sous-traitance pour définir clairement le rôle de la sous-traitance et les services. Et le rôle de la sous-traitance et des services, c'est combattre le monopole, certains monopoles qui existent en termes de mise en service, et encore, comme on parle de placement de personnel, déterminer et limiter certains monopoles qui existent dans ce secteur. Donc, nous y passons. C'est de cette manière-là, du point de vue budgétaire, notamment évidemment, parce qu'il y a tout un package de réformes qu'il faut mener pour que nous y arrivons à mobiliser suffisamment de recettes, au-delà du fait qu'il faut encadrer la TVA, qui aujourd'hui, vous le savez, plusieurs opérateurs économiques, suite à l'absence des rigueurs et manque d'informatisation de notre système, manque de formatisation efficace de nos services habilités à récolter cet impôt, ne permet pas que nous puissions capitaliser suffisamment les recettes dans ce niveau. Donc, déjà, du point de vue du budget de l'État, nous sommes à 110 milliards de dollars. Ce sont des réformes que nous allons apporter dans ce secteur qui vont nous permettre à renflouer les caisses de l'État et nous permettre d'arriver jusqu'à 110 milliards de dollars. Maintenant, les 40 milliards de dollars, pour parler de 150 milliards de dollars, viendra à titre d'investissement direct étranger. Là, nous parlons de PP, de partenariat public-privé. Nous parlerons aussi de la réforme des entreprises publiques. Parce que c'est un secteur où beaucoup de gouvernants ont du mal à prendre leurs responsabilités en main. Il faut à un moment donné savoir que pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. Il faut faire des réformes. Nous sommes tous là en train de regarder des entreprises publiques mourir. Pourrir même. Mais personne n'a l'audace de toucher à ces entreprises, de les réformer pour que ces entreprises ne soient plus de canards boiteux, comme on a l'habitude de les qualifier. Aujourd'hui, je prends un cas. Vous avez des entreprises comme la RVA. Vous avez des entreprises comme la RVA, nous sommes tous au courant que nous n'avons pas des infrastructures aéroportières. Alors que la RVA a comme compétence de s'occuper des aéroports, mais aussi des espaces navigables. Mais nous sommes tous au courant que le Congo est un trou noir, où lorsque vous survolez le ciel pour aller dans certaines zones de notre pays, vous devez passer soit par Angola, soit par d'autres pays pour que vous soyez pris en charge avant d'y revenir, alors que vous êtes en train de voler aussi. Mais là, c'était avant que les avions de Congo Airways ne tombent dans ce que nous avons connu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il ne faudrait toujours pas voir le problème à tout moment. À la gouvernance actuelle, ce sont des problèmes qui datent et que malheureusement, la gouvernance actuelle n'a apporté aucune
aucune solution dans le secteur aérien. Au contraire, nous en a ajouté parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas d'avion pour rentrer, pour voyager à l'intérieur. On va y revenir, on va y revenir. Bref, il faut toucher cette entreprise. Pour nous, il faut diviser la RVA en deux. Une partie de la RVA qui sera pour la construction, s'occuper des aéroports, la construction des aéroports. Et l'entretien même. Et l'entretien des aéroports. Et à partir de cet aspect-là, de l'aspect de la construction des aéroports, nous pouvons avoir des investissements directs étrangers qui viendront pour la construction de ces aéroports et qui nous apportera évidemment de capitaux qui va s'injecter dans l'action que nous allons mener. Vous avez des entreprises telles que le ONATRA, vous avez des entreprises telles que la Société des Postes et Télécoms. Personne ne veut prendre l'audace à toucher et à réformer. Les réformes que nous allons apporter dans le secteur des entreprises permettront en fait que l'investissement direct étranger puisse s'ajouter aux efforts que le gouvernement fera pour mobiliser les 110 milliards. Et nous estimons que ces investissements seront évalués à 40 milliards de dollars. Et justement, lorsque nous parlons de la diversification de l'économie congolaise, la plupart des temps, on pense directement, avant de penser même au numérique, c'est à l'agriculture. Quelle est votre vision dans ce secteur-là? Est-ce que vous avez déjà établi un plan pour se dire, par exemple, que le Kasaï produit tel produit, le Katanga, le Maïdombe, le Kivu? Est-ce que vous avez déjà un plan dans ce sens-là pour la relance directement de ces secteurs agricoles si jamais vous êtes au pouvoir demain? Pour nous, il faut casser. Il faut casser cette habitude politique. Je crois même que le président Kabila a commis cette erreur en achetant des tracteurs, les donnant aux politiciens. Et chacun est rentré avec ses tracteurs chez soi. Et commencez à cet instant, lorsque vous allez dans plusieurs provinces, vous retrouvez un acteur politique qui a des tracteurs qui ne fonctionnent plus. Parce qu'en réalité, ce ne sont pas des opérateurs de ces secteurs. On a l'impression d'apporter des réformes et en oubliant les acteurs de ces secteurs qui sont des paysans. Ce sont eux qui maîtrisent l'agriculture. Nous, notre politique, c'est de penser d'abord à cette population. On ne rêve pas de projets trop grands où c'est un Allemand qui viendrait investir dans l'agriculture au Congo, comme on a vu le cas de Bukamalonzo. Nous allons travailler avec la population paysanne, dans la formation de cette population. Il faut former cette population et moderniser la manière de faire l'agriculture. Parce que le Congolais, nous avions dit que nous avons la main-d'œuvre. Parce que la refondation du Congo, programme du candidat président de la République, Sesanga, a aussi pour mission de mettre le Congolais au travail. Pour mettre le Congolais au travail, notamment, c'est le secteur agricole. Nous allons travailler avec les paysans, chacun dans la spécificité de sa manière de cultiver. Il y a des secteurs de notre pays, des poids de notre paysans qui sont experts dans la culture de maïs. D'autres sont experts dans la culture de d'autres produits. C'est de cette manière que nous allons procéder en nous occupant des paysans. Mais avant ça, il y a d'abord, parce que c'est tout un programme, il y a une corrélation entre tout ça. Malheureusement, la refondation du Congo, je ne sais pas en parler, sans parler de l'agriculture, sans pourtant revenir pour parler, je crois, du troisième axe, qui parle de l'unification du pays. L'unification du pays parce que nous parlons infrastructure. Vous ne pouvez pas parler agriculture. Vous ne pouvez sans pas infrastructure avec les paysans qui vont produire dans l'arrière-pays sans pourtant savoir comment ils vont arriver à écouler leurs marchandises, à les mettre, à les faire déplacer pour les amener vers de grands centres et les écouler. Donc il faut parler infrastructure. Pour parler infrastructure, nous, dans le cadre de l'infrastructure routière d'abord, nous avons l'ambition de construire chaque année, par an, 1000 km de route. Est-ce que ce n'est pas trop ambitieux? On l'a vu avec le président Kabila, on les voit aujourd'hui avec le président Tshisekedi, c'est quand même trop. Est-ce que vous n'êtes pas trop ambitieux? Est-ce que vous n'avez pas la tête dans les nuages? Nous n'avons pas la tête dans les nuages. Vous avez devant vous un projet. Travailler avec les Congolais des valeurs, les Congolais qui maîtrisent ce pays. Après évaluation, nous avons travaillé ces projets. Lui-même, le candidat président de la République, c'est par son expérience de plus de 20 ans des institutions de ce pays. Et nous, comme collaborateurs, nous étions dans ce projet pendant à peu près 3 ans. On s'est déplacé.
nous sommes allés voir des experts, on a discuté avec des gens dans l'arrière-pays. Nous ne sommes pas trop ambitieux. D'ailleurs, je peux dire que l'ambition de la refondation du Congo et lors de l'exercice, c'est de revoir tout à la hausse. Parce que ce qui manque à ce pays, c'est de la compétence, de l'expérience, mais surtout une volonté politique manifeste pour faire évoluer les choses. Ce n'est pas trop ambitieux, 1000 km de route par an. Il faut faire des études des routes. Et ces études-là, il faut les lancer tôt. C'est ce qui généralement empêche, notamment nos amis du pouvoir actuel, à atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, j'aurais appris qu'ils sont à moins de 500 km de route construite en 5 ans. Parce que, d'une part, il y a eu de l'indiscipline financière, il y a eu de la délinquance financière qui s'est invitée. Vous vous souviendrez des projets tels que 100 jours, où on en parle qu'à titre de mort. Il n'y a plus rien à y tirer. Des grands projets comme Tilingelou qui bat de l'aile, des projets comme les 145 territoires. Les 145 territoires, ils s'étalent sur 3 ans. Ils s'étalent quand même sur 3 ans. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut en faire une critique ou un bilan quand même. Écoutez, nous pouvons en parler pour une année. Moi, j'ai fait de province. Moi, moi, quand je parle du Congo, je ne parle pas de Kinshasa. J'ai la chance, grâce à mon parti, au-delà du fait que je suis avocat et que dans le cadre de ma profession, je me déplace de temps en temps à l'intérieur. Mais dans le cadre de mon parti comme politique, je me suis déplacé grâce à la candidature de Denis Sesanga dans le Congo profond, où j'ai palpé les réalités du projet de 145 territoires. Je vous parle de Congo central, où vous n'avez que 3 territoires sur 10 qui connaissent l'effectivité de travaux sur les 145 territoires, encore que c'est politisé. Là où on a commencé les travaux, c'est pour des besoins électoralistes. On a tout lié à la politique. On a tout lié à la politique. Conséquence, on a mis de côté les aspects techniques et l'intérêt général de la population. Parce qu'on est collaborateur proche du chef de l'État, dans son territoire, on bénéficie d'un petit espace où on va construire une école pour justifier les besoins électoralistes. On ne peut pas diriger un pays. On ne peut pas diriger toute une population en ayant d'abord dans sa tête les prochaines élections. Les prochaines élections, il faut d'abord penser à la prochaine génération. C'est ça le problème qui nous plante aujourd'hui. Les 145 territoires, moi j'étais j'étais à Haute-Ouélé. Vous parlez de 445 territoires. Les gens ne les vivent pas. Et même PNUD qui est les champions de 145 territoires aujourd'hui, vous dites qu'il ne couvre que 5 provinces sur le 26. Alors que nous sommes dans une politique publique qui vient d'exécuter à peu près une année. Et après, il y a toutes ces histoires de détournement où les proches du pouvoir ont créé des entreprises fantômes pour capter tous ces capitaux qui sont mis à la disposition pour l'exécution de ce travaux. Les problèmes dans ce pays, c'est de l'indiscipline, de la délinquance financière que nous, en tant que parti politique, nous combattons depuis longtemps. Alors, nous étions en train de parler de la diversification de l'économie, notamment du secteur agricole. Vous avez évoqué les routes qui sont extrêmement importantes pour pouvoir acheminer notamment ce qui est produit par les paysans. À part les routes, vous prévoyez quoi d'autre? À part des routes, je l'ai dit, peut-être que vous ne m'avez pas suivi, je dis nous prévoyons la formation des paysans qui, pour nous, seront le moteur du développement agricole, la formation, la mise en place d'une banque agricole en vue de permettre la disponibilité de crédit et la création de coopératives qui vont aider les agriculteurs de pouvoir travailler en synergie pour que cet aspect de la diversification de l'économie dans notre pays soit effectif. Et cela va vous prendre combien de temps exactement? Parce qu'on sait quand même que nous vivons dans un pays où nous sommes Congolais, on connaît notre manière d'agir, on est très très généralement pressé de voir les résultats. Ça va vous prendre combien de temps? Lorsque vous évoquez notamment la construction de routes, la formation des paysans et tout ce qui va avec, ça vous prendra combien de temps? Parce que le peuple, lui, sera impatient de voir les résultats. C'est pourquoi dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, nous avons mis un système d'évaluation et un système de communication permanente pour expliquer l'évolution de la mise en œuvre de notre projet, mais aussi l'évaluation de sa mise en œuvre.
Nous, l'ambition est des 5 ans. Ça nous prendra 5 ans pour mettre en place. J'ai bien dit ici, par an, construire 1000 km de route. Si nous le disons, c'est parce que nous l'avions évalué et nous estimons que c'est possible de le faire dans les 5 ans. Dans les 5 ans, si vous calculez bien, notre ambition, par exemple, dans le secteur d'infrastructure routière, est évaluée à 5000 km de route à construire. Dans 5 ans. C'est dans les 5 ans que nous estimons atteindre ce résultat. Atteindre ces résultats, ce qui est extrêmement important. Pas seulement ce résultat, notre ambition, c'est de faire plus que ce que nous promettons aux Congolais. Si on a promis 5000 km de route, notre souci, c'est de faire 6000 km de route dans les 5 ans. Pour qu'une fois dans ce pays, qu'on parle du dépassement, non pas en termes de budget, en termes dépassement de budget budgétaire pour les institutions, mais en termes de réalisation sur le terrain. Réalisation des attentes de la population. Alors, dans votre programme, il y a quelque chose qui a attiré mon attention particulièrement. On l'a évoqué un peu plus tôt dans cette émission, c'est les 110 milliards de dollars des budgets que vous voulez mobiliser sur les 5 prochaines années si vous êtes élu par le peuple congolais. Comment comptez-vous mobiliser ces ressources-là? Je crois que d'entrée des jeux, si je l'ai dit, mobiliser les ressources, nous comptons le faire en augmentant les recettes. Mais comment augmenter les recettes? C'est dans la mise en commun de nos régies financières. Des régies financières. Renforcer la discipline. En renforçant la discipline, parce qu'il y a beaucoup d'indiscipline quand même dans l'exécution du budget. Beaucoup d'indiscipline. Le ministre, les institutions se permettent de faire des dépassements budgétaires avec des raisons non justifiables, jusqu'à dire que bon, les dépassements budgétaires n'est pas une faute de gestion. Bon, ils peuvent dépasser à 80%, à 200% leur budget de fonctionnement. Ce n'est pas une faute de gestion. Mais on sait aussi que le dépassement budgétaire, ce n'est pas une infraction non plus. Donc, c'est de l'indiscipline, c'est de l'indélinquance. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise qu'on a dépassé les budgets parce qu'on a construit des écoles. Au Congo, ce n'est pas le cas. Pourquoi ça n'arrive jamais? Pourquoi on n'arrive jamais à dépasser les budgets? Parce qu'on a construit plus de routes que prévu. On dépasse les budgets des assignations budgétaires que lorsqu'il s'agit des institutions. Les parlements dépassent le budget, le gouvernement dépasse, la présidence de la République, d'ailleurs c'est celui qui détient les trophées de la meilleure institution qui champion en dépassement budgétaire. C'est toujours dans les institutions. Moi j'attends autre chose, qu'on a construit plus d'hôpitaux qu'avant. On a prévu la construction pour cette année des 10 hôpitaux, on en a construit 20 par exemple. C'est de l'indiscipline et de la délinquance. Et ce qui justifie cela, simplement parce qu'ils ne regardent que leurs équations personnelles. C'est indécent. Moi, quand je voyage dans ce pays, je rencontre des Congolais, on me dit qu'il y a un Congolais qui a rendu l'âme parce qu'il manquait de l'aspirine. Je vois des Congolais dans l'arrière-pays, je l'ai vu, je crois, au Kassai, où les Congolais buvaient de l'eau sortant des puits, de l'eau sale. Ils sont exposés à des maladies. Je vois des Congolais qui n'ont pas de toilettes saines, hygiéniques. Mais ici, dans ce pays, nous avons quand même des gens qui disent que les dépassements budgétaires à plus de 200% n'est pas une faute de gestion. C'est indécent. C'est indécent, selon vous justement, parce qu'on parlait de la manière dont vous comptez mobiliser toutes ces ressources. On sait qu'actuellement, les 3 régies financières réunies arrivent à réaliser des performances sans précédent. L'année dernière, par exemple, en 2022, nous avons eu des régies financières qui ont dépassé leurs assignations, notamment la DGI, la DGDA ou encore la DGRAD, ce qui a même fait qu'on a atteint le budget, c'était déjà au mois d'octobre, tous les budgets étaient déjà atteints, on est même allé au-delà. Qu'est-ce que vous, en vol, vous comptez faire de plus que ce qui est fait maintenant? Aujourd'hui, le budget est évalué à, je crois, le tout dernier, c'était 16 milliards. Nous parlons de 110 milliards. Sur 5 ans. Sur 5 ans. 110 milliards
sur le 5 ans. Ce qui veut dire, approximativement, nous sommes à 22 milliards l'an. C'est pourquoi nous disons que pour éviter le coulage de recettes, parce que c'est ce qui empêche en fait à ces régies financières de faire plus que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Nous voulons faire la mise en commun de ces régies financières en vue de bien suivre la mobilisation de recettes, mais aussi, comme dans le cadre de nos réformes, nous disons pour que ces réformes soient efficaces, il faut renforcer la sanction. Il faut renforcer la sanction pour que ceux qui détournent, ceux qui volent l'argent de l'État, parce que quand j'ai suivi quelqu'un, un pasteur, je crois, qui disait, quand c'est les politiciens, c'est des détournement, quand c'est la population, c'est les vols. J'aimerais mettre ce pasteur à l'aise pour dire, ceux qui volent l'argent, toute autorité qui vole l'argent de la population, pas pour dire que je ne connais pas que l'autorité détourne, mais tous ceux qui volent l'argent, je veux mettre à l'aise cette population, le pasteur, ceux qui volent l'argent de l'État, soient soumis à une sanction, à une sévère sanction. Et cela permettra en fait de mettre de la discipline dans la gestion de nos finances publiques et éviter tout ce que nous connaissons comme dérive aujourd'hui. Mais le grand travail, c'est dans de réformes qu'il faut mener, dans la discipline qu'il faut mener, dans la diversification de l'économie qu'il faut mener, qui aidera notre pays à renflouer ses caisses. Dans votre programme, vous prévoyez également de toucher à la Banque centrale. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui à la Banque centrale et que vous voulez arranger? En fait, il y a une forme de confusion qui règne et que nous estimons qu'il faut diviser les trésors publics et la Banque centrale. Vous avez suivi le procès 100 jours avec nous. À un moment donné, nous estimons que la Banque centrale, elle, doit rester dans son rôle d'une banque de l'État, mais en même temps qui sera en train de réguler le secteur bancaire. Ce qu'elle fait actuellement. Ce qui est fait. Mais en même temps, la Banque centrale est vue comme les trésoriers de l'État. Il faut pour nous qu'il y ait un trésorier de l'État qui aura un rôle spécifique, différent de la Banque centrale aujourd'hui, pour laisser cette Banque centrale faire son travail de régulation du secteur bancaire comme il se doit. Et renforcer donc son rôle. De renforcer son rôle, de lui laisser vraiment dans ce rôle de contrôle. Mais les trésors publics de l'État, il faut qu'il y ait un trésorier de l'État qui va suivre la manière dont les besoins de l'État sont exécutés, sans pour autant créer une confusion, comme on l'a vu lors du procès 100 jours, c'était scandaleux. Vous prévoyez également la réduction du train de vie des institutions de l'État. Ça veut dire que vous allez licencier des gens? Parce qu'on sait quand même que dans les institutions de l'État, il y a beaucoup de Congolais qui travaillent dedans, beaucoup ont des matricules. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez procéder par des nettoyages, licencier certaines personnes? Ou soit réduire des salaires, tout simplement. En son temps, nous avons présenté la première phase de notre programme, de ce programme sur la réduction du train de vie de l'État qui permettait à l'État congolais, rien qu'avec les institutions, d'économiser plus de 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, on a politisé les services publics de l'État. En ce sens que l'on prend le service de l'État, l'administration étatique, comme des services à la disposition des partis politiques. Où, c'est vrai que ce sont des Congolais qui travaillent, où chaque année, les partis politiques envoient des listes pour l'octroi des matricules. C'est pourquoi nous nous disons, dans la refondation du Congo, nous allons donner la solution. La solution, c'est donner l'emploi aux Congolais. Nous allons mettre les Congolais au travail. L'État n'a pas pour vocation d'engager. D'engager des citoyens. L'État a pour première vocation d'améliorer le climat des affaires en vue de permettre que les investisseurs viennent investir. Tout à l'heure, nous parlons de l'investissement direct étranger. Lorsque nous allons arriver à scinder la RVA, par exemple, et qu'il y a des entreprises, et à un moment donné, j'ai même appris que Boeing était venu ici au Congo pour
reconstruire, encore construire l'aéroport de Djili. Malheureusement, avec tous les combats politiques à l'époque de l'ancien régime, Boeing n'a pas pu arriver jusqu'à la fin. Je crois que c'était Copyright qui avait lancé ces marchés. Aujourd'hui, nous disons, grâce à l'investissement direct étranger, grâce à la construction de 1000 routes par an, grâce à tout ce que nous allons faire en termes de restructuration des entreprises et les investissements qui viendront, nous allons mettre les Congolais au travail. Donc, nous allons améliorer les climats des affaires pour permettre que les investisseurs viennent en masse pour investir et donner aux Congolais le travail. Il faudrait à un moment donné arrêter avec ce système où l'on fait de l'État un employeur, un pourvoyeur d'emploi, chargé des finances de l'État et rendre difficile la mise en application des politiques publiques. À un moment donné, nous devons faire un choix entre stagner et avancer. Avancer veut dire prendre des responsabilités, restructurer, réformer pour faire avancer les choses. Employer des Congolais, nous disons, c'est une bonne chose. Nous allons combattre les chômages nous allons quitter les chômages pour le mal emploi, combattre le mal emploi pour un emploi décent. C'est ça l'objectif. Est-ce que vous comptez également arriver au plein emploi en RDC dans les 5 prochaines années? En tout cas, je n'oserais pas dire plein emploi, mais nous allons combattre le chômage, nous allons avancer vers le mal emploi jusqu'à chuter vers l'emploi. Et le plein emploi, pourquoi pas? C'est toujours possible. Pourquoi pas? Alors, on va passer. Beaucoup plus de volonté. Ça, c'était donc la vision du parti en vol et de son candidat, Denis Sesanga. La vision que vous avez économiquement de la République démocratique du Congo. On va aborder également d'autres aspects liés à ces processus électoraux. Vous êtes parmi ceux qui avaient, et qui continuent d'ailleurs, à décrier la CENI aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'y aller finalement, avec cette même CENI? On n'a pas voulu jouer au jeu des dégoûtants et des dégoûtés et abandonner notre peuple. Moi, j'ai fait 11 provinces depuis le mois de janvier 2023 jusqu'à ce jour. J'ai visité 11 provinces de la République démocratique du Congo, pas seulement de grandes villes, mais aussi des territoires. Je les ai visités. J'ai attendu le désaveu de ces peuples vis-à-vis de M. Tshisekedi. C'est pourquoi, et de son pouvoir, c'est pourquoi nous avions dit, nous avions refusé de jouer au jeu des dégoûtants et des dégoûtés. Nous avons décidé d'être dans ce processus, contrairement à ceux qui ne voulaient plus être, et que, heureusement, aujourd'hui, nous ont rejoints, tout en nous donnant raison qu'on avait raison de ne pas quitter les processus, mais d'y rester et de continuer à mener le combat dans le processus. C'est un peu comme cet enfant qui refuse d'abdiguer aux actes nauséabonds qui lui obligent de quitter la table, décide d'appeler sa mère. Pour nous ici, la mère, c'est la population. Maman, viens voir ce qu'ils font mes frères, c'est dégueulasse. Le rôle reviendra maintenant aux parents ou encore à la mère de sanctionner le frère ou sœur qui pose des actes nauséabonds sur la table pour empêcher les autres à continuer. Donc, la population comme une mère, nous sommes restés sur la table, nous continuons à porter ces revendications sur la recomposition de la CENI, sur l'audit du fichier électoral, mais aussi sur la régularisation de la composition de la Cour constitutionnelle, mais nous le ferons et nous continuerons à le faire dans le processus, avec comme responsabilité du pouvoir de tirer toutes les conséquences. Quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, nous allons au processus électoral, mais nous disons que nous n'attendons aucun résultat et nous n'écouterons pas les résultats qui sortira de la CENI. Vous n'écouterez pas? Non, non. Mais pourquoi vous y allez finalement? Nous y allons. Si déjà, est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer la population à la contestation? Non, la population sera dans son pouvoir constitutionnel à travers l'article 64 de notre Constitution. Mais lorsque vous dites que vous n'écouterez pas les résultats de la CENI, qu'est-ce que Parce qu'il y cela a implique? il y a une surveillance électorale qui sera mise en place, une surveillance citoyenne, où la population lui-même vis-à-vis des défaillances. Je le dis, nous sommes dans le processus, on a refusé d'écouter parce qu'il fallait appeler la maire, qui est la population, qui vient maintenant pour faire la surveillance électorale, pour dire, ok, vous avez pollué l'environnement, on vous laisse plus seul, nous reprenons la main. C'est la population qui reprend la main sur le processus électoral. Parce que ceux qui sont là ont qu'une seule ambition, c'est d'organiser non pas les élections, écoutez, la fraude électorale, une tricherie massive qui se prépare. Vous imaginez le flou dans lequel
M. Kadima conduit le processus électoral, même dans la publication de listes provisoires des électeurs. Ils disent qu'ils sont incapables de publier toutes les listes. Géographiquement, ils n'ont pas un espace géographique assez consistant pour publier. Ça, c'est lui qui l'a dit. Est-ce que c'est la première fois qu'au Congo que l'on organise les élections? On ne nous prendra pas pour des dupes quand même. Les Congolais sont matures. Donc, vous publiez une liste partielle, et ce qui reste, allez vérifier chez un préposé. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ont refusé le dit du fichier électoral. Ils ont refusé le dit citoyen de l'Église catholique et l'Église protestante. Raison pour laquelle moi je dis à mon peuple, le jour du vote, allez massivement voter. Que personne ne reste à la maison. Allez voter vos candidats. Allez voter massivement parce que l'abstention jouera contre vous. Allez voter massivement vos candidats. Mais une fois arrivé au centre de vote, que personne ne quitte les bureaux, parce qu'il faut compter les résultats bureau de vote par bureau de vote. Le président de la République, les députés, les conseillers municipaux ou encore les députés nationaux et provinciaux sont élus. Ils ne sont pas issus d'une fraude électorale ou d'une compromis à l'africaine. Mais ceux qui veulent organiser la fraude ou la tricherie ou espérer à imposer un candidat ou des candidats qui n'ont pas gagné, j'aurais appris que l'Union sacrée a à peu près une liste de 300 députés préétablis. Le peuple doit Alors ça, c'est vous qui le dites. Le peuple doit mettre au conditionnel. Je ne le dis pas au conditionnel, je l'affirme. Le peuple a à sa disposition l'article 64 pour barrer la route à celui qui veut prendre le pouvoir par la force. Le peuple a aussi à sa disposition l'article 64 pour barrer la route à toute personne qui veut prendre le pouvoir en violation de la Constitution. Comme c'est le peuple qui reprendra la main, le peuple n'écoutera que le résultat qui sortira de la surveillance électorale. Très bien, nous avançons. Aujourd'hui, vous êtes plusieurs candidats de l'opposition à avoir déposé vos dossiers de candidature à la CENI. On a l'impression aujourd'hui que l'opposition va dans cette bataille électorale étant divisée. On parle des candidatures uniques de l'opposition. Il y a ceux qui pensent que candidature unique, il faut eux. Je fais allusion notamment à Martin Fayoulou, à des lieutenants de Moïse Katumbi, et même dans Envol, personne ne veut entendre parler de la candidature unique en ce moment de l'opposition. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, moi je suis navré à écouter l'élite de mon pays, de grands responsables politiques de l'opposition, faire la propagande pour faire croire à l'opinion que s'il n'y a pas de candidature commune de l'opposition, l'opposition est partie perdant. Je peux comprendre et confirmer des rumeurs qui, selon certains, qu'il y aurait des candidats de l'opposition, un candidat de l'opposition qui a touché des sommes, des millions, des billets de banque, des millions de dollars en venant du pouvoir pour saboter l'électorat de l'opposition. Vous faites allusion à qui? Je peux le valider. Suivez mon regard. C'est une méconnaissance de l'histoire électorale de ce pays, encore que c'est une histoire récente. En 2011, lorsque les élections deviennent à un seul tour, l'opposition s'est présentée en ordre dispersé. Etienne Tshisekedi était candidat. Léon Kengwa Dondolobitch était candidat. Oscar Kachal était candidat. Vital Kamerhe était candidat et tant d'autres. Tous contre Joseph Kabila. N'eût été la fraude électorale de 2011, c'est Etienne Tshisekedi qui avait remporté ces élections. Vous vous souviendrez du combat de l'Imperium. 2018, le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, s'est présenté face à plusieurs autres candidats de l'opposition. Félix Tshisekedi, Martin Fayoulou et tant d'autres. Mais qui au finish avait remporté les élections? Bon, aujourd'hui on parle de compromis à l'africaine et tout ça. C'était l'opposition quand même qui a remporté ces élections. Après, nous sommes entrés dans un combat de vérité des urnes. En réalité, la réalité c'est quoi? L'opposition a toujours remporté les élections. Mais c'est la vérité des urnes qui fait défaut. Il y a la tricherie qui intervient. Maintenant, ceux qui parlent de la candidature commune comme une condition sine qua non pour que l'opposition
gagnent les élections, ils font en fait l'apologie de la tricherie qui est en train d'être boutiquée en faveur de M. Tshisekedi. Suivez mon regard, celui-là a obtenu, j'aurais appris, 15 milliards de dollars du pouvoir pour jouer ces sales besognes. Et c'est dégoûtant pour quelqu'un dont la population, à un moment donné, avait fait confiance. Vous faites référence à qui? Soyez clair, soyez clair. Écoutez, moi, je ne suis pas ici pour faire la publicité de chacun, de certains candidats. Moi, ici, je suis venu parler de la refondation du Congo, parce que pour nous, les débats ne doivent pas tourner autour des individus. Maintenant, parlons de candidature commune. Nous ne sommes pas contre la candidature commune de l'opposition. Mais Délice Sangala dit, lors du dépôt de sa candidature à la CENI, moi j'étais là personnellement, il a dit très clairement que voilà, la candidature unique n'est pas une condition sine qua non pour que l'opposition puisse remporter l'élection. Je n'ai pas changé mes propos, on a dit la même chose. Ce n'est pas la condition sine qua non parce que l'opposition a toujours remporté les élections sans pour autant aller en ordre aligné. Donc, ceux qui parlent de la candidature commune de l'opposition comme une condition sine qua non, nous comprenons qu'ils sont dans un rôle pour saboter l'électorat de l'opposition. Je ne peux pas comprendre un candidat de l'opposition qui s'attaque aux opposants. Nous le savons tous, nous étant qu'opposition, nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est M. Tshisekedi. Un candidat de l'opposition qui s'attaque à Katumbi, qui s'attaque à Sesanga, qui s'attaque à tous les candidats de l'opposition, comprenez à quel jeu il joue. Mais maintenant, parlons candidature commune de l'opposition. Bien que cela ne soit pas une condition sine qua non pour l'opposition de gagner. Si aujourd'hui, candidature commune doit avoir lieu et nous ne sommes pas contre, il ne faudrait pas que nous continuions à vivre dans nos démons éternels où l'on soutient des individus. C'est pourquoi nous disons qu'il nous faut un projet commun en lieu et place d'un candidat commun. Il faudrait que le meilleur projet puisse l'emporter pour que ce projet soit porté par un candidat. Nous ne sommes pas contre la candidature commune, mais nous sommes contre le choix des individus. Qu'on choisirait Sesanga pour son nom et son visage, qu'on choisirait Katumbi pour son nom et son visage, et qu'on ne choisirait pas l'autre pour son nom et son visage, après comme un délit de faciès. Nous disons, nous apportons la refondation du Congo comme projet. Que les autres candidats nous apportent aussi leur projet. Comme ça, nous allons faire un débat interne entre opposants, projet contre projet. Et l'enjeu électoral de cette année, c'est un projet, c'est une idée. Les Congolais ont droit de savoir pourquoi nous voulons conquérir la magistrature suprême. Que voulons-nous en faire? Le choix de Fayulu, Sesanga, c'est ce qu'on a toujours fait, qui n'a rien changé dans ce pays. On a cru à Mobutu, on a cru à la personne de Kabila, on a cru à la personne de Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le pays est où? Aujourd'hui, nous l'envol. Nous appelons le Congolais à croire à la refondation du Congo, à une idée. Au-delà du fait que Sesanga, c'est une personnalité intelligente, que personne ne va remonter en cause, que Sesanga, c'est quand même plus de 20 ans d'expérience dans les institutions du pays. C'est le tout premier ministre du plan qui exécute le plan DSRP, qui insère à l'intérieur de ce plan DSRP la croissance. Parce que pour lui, il fallait y mettre la croissance parce que il y avait comme objet de penser au développement humain. Mais au-delà de tout ça, nous disons, ce n'est pas la personne de Sesanga, mais c'est le projet de la refondation du Congo qu'il faut porter. Nous sommes d'accord pour un projet commun. À partir de ce projet commun, nous allons trouver les meilleurs d'entre eux, qui est celui qui est porteur d'un projet fédérateur et ambitieux pour le Congo, qui portera l'identité d'un candidat commun. Mais si nous y allons à contrario, l'envol n'est pas prêt à accompagner un individu. Ce qui veut dire également que l'envol est prêt à aller en cavalier seul à ces élections. Merci beaucoup. L'envol, c'est pas nouveau. L'envol a toujours dit qu'il était prêt, il était une force politique autonome depuis 2019. Aujourd'hui, nous y sommes. Et nous ne sommes pas contre d'évoluer avec les autres. Mais à une seule condition, j'insiste, que nous puissions parler de projets. Et non des individus. Très bien. Nous avons. Mais la candidature commune de l'opposition n'est pas la condition sine qua non pour remporter les élections face à M. Tshisekedi. Ça peut la fragiliser aussi. Merci beaucoup, M. Rodrigue Ramazani, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans l'heure du choix
l'émission des Ecofin Télévision consacrée au processus électoral en RDC. Je vous remercie pour l'invitation, cher Patrick. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est terminé aujourd'hui. Si vous voulez y participer également, cette chaise, elle est pour vous. Vous êtes candidat, vous voulez parler du processus électoral et surtout de votre projet des sociétés, parce que c'est ce qui nous intéresse ici à Ecofin Télévision. Nous sommes ouverts pour vous recevoir ici. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve très prochainement sur ce même plateau. À très vite.